banques. Là, vous pouvez mettre des très très grosses quantités sur un prix. Sur les actions, vous ne pouvez pas, par exemple, acheter pour 100 millions d'Alcatel ou France Télécom à un prix. Parce que vous ne pourrez pas. Si vous voulez acheter pour 10 millions ou 20 millions, vous allez être obligé de les acheter sur 1 ou 2%. Alors que là, on peut acheter pour 10 millions, 20 millions sur un prix. Autre question, effectivement, on utilise beaucoup le carnet d'ordre pour pouvoir justement traiter en action. Et je constate une chose, c'est que vous avez une profondeur au niveau du carnet d'ordre qui est tout à fait exceptionnelle ici, puisque au niveau du carnet d'ordre avec lequel je travaille, il y a une profondeur, ce qui est déjà pas mal, de 10 lignes. Indépendamment de ça, au niveau des lignes qui apparaissent, il y a souvent ce qu'on appelle à tort ou à raison un code, qui est un chiffre 1. Alors, j'ai toujours posé la question, j'avais d'ailleurs posé lors de la naissance de l'analyse technique, je n'ai pas eu de réponse. J'ai pas compris, c'est quoi le 1? À quoi correspond ce code 1 ou ce code 2 qui apparaît soit dans la colonne vente du carnet d'ordre, soit dans la colonne achat? Certains disent que ce sont des appels entre brokers. Non, mais ça c'est faux. Toutes les histoires de codes comme ça, des gens qui s'appellent en disant dans toutes les boîtes, j'en ai jamais vu. Autre chose, faut oublier les histoires. J'ai placé un ordre, il y a quelqu'un qui allait me le chercher. Tout ça, c'est des fantasmes, ça n'existe pas du tout. Par contre, est-ce que quand vous dites les 1, c'est par exemple les quantités sur time and sales de 1 lot? Et bien ça, en fait, je vais vous donner la réponse si ça fait longtemps que vous la cherchez. Ouais, mais c'est la même chose. Il y a des faux ordres. Les marchés ont voulu mettre une taxe sur les faux ordres, parce que ça pollue le marché. Ce qu'on appelle le spoofing, mettre beaucoup d'ordres dans le marché pour pouvoir cacher les vrais ordres. Par exemple, l'ordre d'achat qu'on a ici, à 141,85, est-ce que tout le monde voit déjà qu'il y a un gros acheteur? Oui? Est-ce que si, dans tous les prix, il y avait 1500 lots, est-ce que vous le verrez? Oui. Oui? Ben non. S'il y avait 1500 lots sur tous les ordres d'achat en attente d'exécution et 1500 lots à la vente, vous ne pouvez pas voir qu'il y a un ordre. Et ça s'appelle du spoofing. Là, il se trouve que c'est le chiffre de l'emploi américain, il y a beaucoup de volatilité. Les spoofing, ils ne peuvent pas le faire parce que s'ils sont exécutés, ils placent des faux ordres, mais s'ils sont exécutés, ils sont exécutés. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un algo où ils disent, si je me fais exécuter un ordre, l'ordre est annulé. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on arrive sur un prix, il y a un lot de un ordre qui passe pour voir si c'est du spoofing, si c'est un vrai ordre. Donc c'est ça la réponse. Ouais. Oui. Après ça. Ouais. Oui, monsieur a assez raison. Et ce que je ne comprends pas, c'est que sur les grosses actions, on trouve beaucoup d'ordres cachés, parce que celui qui a l'intention de vendre met un gros ordre d'achat, et inversement. Et pourquoi ce carnet d'ordre-là, qui est le même à une grande échelle, se trouverait relativement juste, sans vous parler des spoofing, hein, mais je veux dire, pourquoi il n'y en a pas davantage comme les faux carnets d'ordre que nous Non, il y en a, il se trouve que ce jour-là, c'est le chiffre de l'emploi américain. Tout le monde connaît le chiffre de l'emploi américain? C'est un jour où il y a beaucoup de volatilité. Vous imaginez bien que ces jours-là, ceux qui font du spoofing, ils ne prennent pas le risque. Parce que s'ils placent des ordres qui se font taper, ben, ils sont exécutés. Mais par exemple, on le voit, et ce jour-là, le boom était très volatile. Donc tous ceux qui mettaient des faux ordres, ce jour-là, ils ne les ont pas mis. C'est pour ça que le gros acheteur, il s'est retrouvé tout seul. D'habitude, il aurait pu être masqué par tous les spoofing. Mais là, clairement, sur l'Eurostoxx, eh ben, c'est du spoofing. On voit sur tous les prix, 1000, 1200, 1300, 1000, 1400, 1000, et à la vente, pareil. C'est pas des vrais ordres d'achat et de vente. Donc c'est comme sur les actions. En temps normal sur les futurs, c'est comme sur les actions. On a du mal si on regarde uniquement le carnet, à voir où sont les gros ordres d'achat, les gros ordres de vente. On peut le voir avec les ordres exécutés, et on peut le voir quand le marché arrive sur un prix, qu'est-ce qui se passe. Mais si vous regardez, si vous avez une image figée du carnet comme ça, vous ne pourrez jamais voir. Si par exemple vous arrivez là, et je vous dis où sont les acheteurs, où sont les vendeurs, ou alors s'il y avait 1500 lots par prix sur les quantités à l'achat à la vente, vous ne pourrez pas le voir. Donc c'est la même manière sur les actions, c'est la même technique. Oui, mais là je ne comprends pas, c'est là où votre méthode a ses limites, c'est-à-dire vous faites le pari que finalement
finalement, l'ordre est quand même véritable, puisque vous vous placez en amont. Ouais, c'est le concept du trading. Vous faites toujours des paris. C'est du trading. Sauf qu'après, vous mettez à côté un money management en disant si j'ai tort dans mon pari, et ben je coupe. C'est ça. Et le trading, c'est que des paris. Après, il faut faire des paris où vous avez des chances de gagner. C'est ça la différence. Ouais. Non, parce que quand on fait un copier-écran, on peut copier qu'un écran. Mais normalement, il y a une vingtaine ou une trentaine de... Ah bah ouais. Bah c'est toujours... donc la première question, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut des marchés très liquides. Donc, la question, c'est sur quel marché on traite. Donc les gros marchés, c'est l'Eurostoxx, le Bund, le petit note américain, le S&P. Il faut des très gros marchés. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et tous les marchés, la dette, du 2 ans, du 5 ans, tout ce qui est Euribor. La deuxième question, c'est comment on place l'ordre. En fait, c'est même pas une question de trading, là, ou de carnet d'ordre. Si vous savez qu'il y a un gros acheteur à un prix, soit vous avez la possibilité d'acheter au même prix que lui, ou soit vous achetez au prix au-dessus. Mais ça, c'est même pas dans le trading. Si vous voulez acheter une voiture aux enchères et que vous savez qu'il y a une grosse société qui est là pour acheter toutes les voitures et qui dit, bah moi cette voiture-là, je vais l'acheter à 30 000, bah, vous êtes obligé de l'acheter à 30 100. Vous êtes obligé de renchérir au prix au-dessus. Parce qu'à ce prix-là, c'est elle qui va gagner l'enchère. Et le trading, c'est que des enchères. Donc, j'aimerais bien acheter à 141,85. Mais je vois bien que je ne vais jamais être exécuté parce que tous les vendeurs voient qu'il y a un gros acheteur. Et les vendeurs, eux, leur objectif, c'est de vendre au plus cher. Donc ils vont essayer de vendre 86, 85, mais jamais ils vont vendre 85. Donc au mieux, vous allez pouvoir acheter 86. Donc généralement, on est toujours au prix au-dessus et au prix en dessous du gros acheteur, du gros vendeur. Attendez, juste, il y a une personne, après je vous prends. Oui ? Ça, c'est le même fantasme que les ordres, les faux ordres. Ils sont à chercher avec les stops. Le high frequency trading, on n'est pas sur le même créneau. Le high frequency trading, tout le monde pense que c'est des sociétés qui spéculent. Mais c'est pas ça le high frequency trading. C'est des sociétés qui répliquent les ordres d'institutionnels. Par exemple, quand vous voulez, imaginons que vous êtes un institutionnel, vous êtes Goldman Sachs, vous avez des ordres de clients. Vous voulez acheter, imaginons là, dans l'exemple, 10 000 lots ou 5 000 lots à 141,87. Eh bien, ils vont créer un algo qui va dire on a un ordre de client d'achat à 141,87. Si le prix tombe à 141,86 ou 85, le high frequency trading va acheter ce prix-là et après va répercuter au client 141,87. Donc ils vont gagner 2 centimes. Mais ce n'est pas du trading. On a un ordre de client qui veut acheter à tel prix. Si on arrive à avoir un meilleur prix sur le marché, parce que le marché baisse de 2 centimes très rapidement, on va l'acheter parce qu'on va acheter à 141,85 parce que le client il va acheter à 141,87. Et après on dira au client, bon bah vous avez été exécuté à 141,87, mais nous on l'a acheté à 141,85, on garde les 2 centimes. C'est ça la frequency trading. Voilà, exact. C'est une amélioration d'exécution. C'est que ça la frequency trading. C'est pour ça que sur 1276 journées, ils ont eu qu'une journée de perte. Je ne sais même pas comment ils peuvent avoir une journée de perte parce qu'on leur dit acheter à tel prix, bah, s'ils ont une meilleure exécution, bah, le robot va acheter. Avant il y avait des négociateurs qui faisaient ça, mais avec la frequency trading, on peut avoir une meilleure exécution que l'ordre client qu'on a. Vous attendez quand même éventuellement un deuxième
Donc au niveau de l'exemple qu'on a eu, bien sûr quand on identifie un niveau d'acheteur, on peut très bien couper flat, on rentre à un prix, on sort au même prix. Généralement, on peut couper un prix de prix. Ça, c'est quand on décide que le niveau a été mal identifié et qu'il faut couper en perte. Mais on peut très bien avoir 85 et 80 comme niveau. Donc on rentre acheteur à 85 et on sait qu'on va rentrer acheteur à 80. Donc c'est, comme je vous disais, des fois les ordres des institutionnels, ils ne sont pas sur un point, 2 points ou 3 points. Des fois, ils sont sur 5 points ou 10 points. Donc on va rentrer une première fois, on ne va pas couper parce qu'on sait qu'on a un autre très gros niveau d'achat 5 points plus bas. Donc on rentre une deuxième fois et après on essaie de ce qu'on appelle la porte de sortie, de prendre 1 point ou 2 points sur la moyenne des deux prix. Vous moyennez à la baisse en quelque sorte. Non, on rentre une deuxième fois, c'est pas une moyenne, enfin après on peut l'appeler, ça peut être une moyenne à la baisse, ouais. Mais on a identifié un niveau à 85 ou 80, soit on attend 80 parce qu'on est sécure, c'est ça la différence quand je disais entre dans une salle où il y a 80 ou 200 traders, ben, il y en a qui vont rentrer à 85, et 80, il y en a qui vont attendre 80, il y en a qui vont rentrer à 82, et c'est ça. Mais par contre, tout le monde va rentrer sur ce niveau-là. Mais par contre, on ne rentre pas, on moyenne pas parce qu'on est rentré une première fois et parce qu'on a le droit de rentrer 3 fois ou 2 fois, on va moyenner. Quand on rentre une deuxième fois, généralement, c'est parce que c'est une très forte zone d'achat. Après, on a autant de possibilités que trader. Il y en a qui peuvent rentrer 85 au P84, il y en a qui peuvent flatter. Dans l'exemple tout à l'heure, c'est rentrer 84, peut sortir à 85, pas sortir, mais couper avec un tic de perte. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. Le tout, c'est d'identifier la zone. Vous avez dit tout à l'heure que vous acceptiez des pertes de 1 tic globalement et des gains de 3, 4, 5 ticks. Non, c'est pas un tic globalement, c'est les pertes, elles peuvent être entre 1 et 5 ticks. Mais il n'y a pas de, c'est pas automatique. On peut très bien, à partir du moment où on a identifié quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, le tri dans le carnet, vous identifiez, vous prenez une décision sur quelque chose que vous avez identifié. À partir du moment où ce que vous avez identifié, ça ne se réalise pas, vous pouvez sortir flat, donc sans perte ni gain, ou alors couper rapidement, c'est ça en fait. Ce qui confirme ce que je sentais, c'est que vous réalité, quand vous entrez, vous ne passez pas de stop ni d'objectif. Automatiquement. Non, il n'y a pas de... On peut le faire sur la plateforme, mais c'est pour laquelle on était payé, c'était pour gérer le risque. Quand vous êtes embauché dans une société, vous êtes embauché pour faire de l'argent et pour gérer le risque. Donc c'est votre travail. C'est un peu comme si vous me dites, vous ne placez pas à tort, mais c'est votre travail justement de gérer le risque. Et si vous ne savez pas gérer le risque, bah, vous ne pouvez pas trader. Donc votre méthode, elle est un petit peu discrétionnaire. Comment ça? Bah, ici, je suis le seul à décider. Donc c'est forcément que moi qui décide. Donc il n'y a personne d'autre qui décide que je rentre ou que je sorte. Et vous ne passez pas d'ordre systématique en objectif? Non. Non. Oui, bah, il y a l'exemple, par exemple, bah, il y a un exemple. Un exemple, le chiffre du non-farm sur l'Eurostoxx, le marché était à 52 au plus haut, on revient à 15, il y avait un très gros niveau d'achat à 15, et au moment où on arrive à 15, à l'achat, bah, malheureusement il y a la news sur l'Ukraine qui tombe, mais il y avait 15 et 0,5 en niveau, qui avait été énormément traité, sur la journée, mais aussi historiquement. Il se trouve qu'à 15, il y a une news sur l'Ukraine, invasion, c'est une rumeur, invasion de l'Ukraine, le marché décale. Le marché décale, et ben, on attend le prochain niveau, on peut couper très rapidement à 4 points. Mais la news elle sort, c'est une rumeur, et ben du coup là j'attends 5 est un gros niveau, je regarde, on va regarder l'exemple.
je regarde à 5 ce qui se passe, et là je rentre agressivement à 5 et le marché repart. Généralement c'est sur des news, quand ça arrive sur des news. On va regarder l'exemple. Alors, on va juste reprendre l'exemple. Donc là, on va prendre l'exemple 15h33, 41. Donc c'était sur l'Eurostoxx, c'était en fin de journée. Donc le marché, donc au plus haut, c'était 3152. Là, il commence à y avoir des rumeurs, mais ça, on ne le sait pas, par exemple. On ne sait pas qu'il y a des rumeurs d'invasion de l'Ukraine. Donc là, le marché... Donc là, on voit clairement qu'il y a un flux vendeur. Les personnes qui ont les rumeurs, il y a toujours des initiés, des personnes qui ont les rumeurs avant. On sait que le marché s'active beaucoup. Les gros volumes sont transversés. Là, on sent clairement qu'il y a un gros vendeur. Il y a un gros vendeur, mais à 15, c'est un gros niveau qui est fait depuis une semaine. Donc là, 16, je rentre à 16, et là, il y a la news, elle tombe, et c'est une rumeur. Le premier réflexe, c'est de dire, je vais flatter la position. Donc je suis rentré à 16, je vais essayer de couper à 16. Donc là, j'enlève mon ordre à 14, et je vais essayer de flatter à 16. Je flatte à 16 et je rentre à 15. Et là, il y a la rumeur, elle est confirmée qu'il lance un navire. Mais ça, on le sait, on a le flux de news qui est en temps réel. Et quand ça sort, eh ben, on a un décrochage. Et on a le flux de news qui nous dit c'est une rumeur, c'est pas confirmé, c'est pas confirmé. Là, le marché fait 15,05. Et donc à 0,5, j'attends de